Aujourd'hui, donc, nouvelle chronique Melsion pour l'entrepreneur. Nous avons un invité de marque, puisque Renaud a décidé de se joindre à nous pour nous parler une de ses petites pépites. Renaud, si vous ne le connaissez pas, était mon professeur d'ingénierie financière. C'était il y a quelques années de ça, hier, en 94. Il ne cesse de m'épater chaque année. Et depuis 4-5 ans, Renaud, sous ton contrôle, euh, il faut que tu réactives ton micro. Oui, 3 ans et demi, ouais, Ouais. bientôt 4 ans. Depuis 3 ans et demi, il dirige une activité qui gère des fiducies. La fiducie, je pense qu'il va nous expliquer ce que c'est, mais pour faire court, c'est le trust, le fameux trust des Américains appliqué au droit français, et ça a des applications, dans les cas, qui nous concernent, c'est-à-dire, le moment où, la crise étant en train d'arriver à nos portes, la confiance commence à faire défaut, et grâce à Renault, on a des solutions pour, pallier cela. Renaud, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je dispose de quoi? D'une dizaine de minutes, c'est ça? 10 minutes, un quart d'heure, comme à ta convenance. Écoutez, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver. Effectivement, en fait, j'ai réagi sur votre post sur les crédits fournisseurs et en particulier surtout sur les retraits de lignes de l'assurance crédit. Et j'ai regardé attentivement votre conférence de la semaine dernière avec le développement que faisait Patrick sur eh bien, sur les conséquences gravissimes que peut avoir sur une entreprise la perte de confiance de ses fournisseurs, hein, avec un effet d'enchaînement qui est dramatique, parce qu'effectivement, les fournisseurs ne livrent plus, les factureurs se retirent sur les fournisseurs, donc les fournisseurs ne livrent plus, ne se financent plus. Donc, il faut payer comptant. On a un effet sur la trésorerie et on a un effet délétère, un entraînement qui est assez rapide. Et même si aujourd'hui, on a, grâce aux mesures de soutien d'État, y compris dans le court terme sur le facturage, et peut-être un programme qui arrive de garantie des prises de commandes, donc de financement par les affactureurs, garanti même par l'État, d'un programme de prise de commande, mais dont il faut qu'il montre aussi ses effets, que vraiment ça donne lieu à des financements, il faut parfois arriver à se débrouiller par soi-même avec ce qu'on a pour rétablir la confiance. La fiducie, dans ce contexte, peut être très utile. Et en fait, en réfléchissant à cette problématique, on s'est souvenu en fait qu'on a mis en place plusieurs opérations justement pour sécuriser des fournisseurs. Et on est allé un peu plus loin. Alors l'idée, c'est que c'est la suivante. Je vais maintenant partager mon écran. Voilà. Et le passer sur mes slides qui sont là. Voilà. Voilà. Alors, donc l'idée, je ne sais pas si vous voyez mon écran maintenant, ma présentation. On voit très bien. En revanche, tu gagnerais sans doute à mettre en mode lire. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais retrouver ça. Et ça, j'ai un petit doute là. Je sens un peu pâteau et je suis confus. Alors, là où tu étais juste avant, c'était très bien. Je pensais, moi, être assez Avant. malin et, eh bien, mais vous voyez que sous le stress, Non, reviens en arrière peut-être, dans l'affichage que tu avais avant. je vais faire ça et afficher. Bon, écoute, je crois que je vais le faire comme ça. Ok. Bon, donc l'idée, c'est que l'entreprise dispose en particulier de son poste client, dont elle ne dispose pas nécessairement s'il a déjà été mis en affacturage. Et donc, nous, ce qu'on pense, alors, donc, d'abord, un petit rappel sur la fiducie. La fiducie, c'est un contrat entre trois personnes. Une personne qu'on appelle un constituant qui va transférer la propriété d'un actif à un tiers de confiance qui est le fiduciaire pour protéger un bénéficiaire, qui serait ici le fournisseur.
Bon, le fiduciaire, on se propose de l'être. Le constituant, c'est l'entreprise qui cherche à retrouver du crédit auprès de ses fournisseurs. L'actif qui peut être transféré, les opérations qu'on a faites nous, on a fait déjà plusieurs fois, c'est de transférer des créances clients de la même façon qu'on les transfère à la factureur. Si elles sont disponibles et pas à facturer, on va transférer au fiduciaire les créances clients. Donc les clients sont notifiés du transfert, sont notifiés et informés du fait que la créance client est désormais la propriété du fiduciaire, et sur la facture, il y a une mention de paiement qui impose au client de payer sur un compte bancaire fiduciaire ouvert par le fiduciaire au titre de ce contrat de fiducie, donc réservé au bénéfice du fournisseur. Les montants payés par le client arrivent sur le compte fiduciaire et le fiduciaire va régler les fournisseurs échus et reverser le solde disponible au constituant, donc à l'entreprise. Alors, ce contrat de fiducie, il est très puissant parce que, ayant opéré, il est très puissant et beaucoup plus puissant que la plupart de tous les autres types de sûreté, de nantissement, de gages, d'hypothèques sur l'immobilier, puisque comme on opère un transfert de propriété, en cas de défaillance de l'entreprise qui a cédé l'actif, les autres créanciers ne peuvent pas prétendre à ces actifs parce qu'ils ne sont plus dans le patrimoine de l'entreprise. Et donc, on a une position qui est super senior et qui vient même primer tous les créanciers, y compris les créanciers super privilégiés, les créances de salaire ou des AGS. Donc, on a une position extrêmement désirable pour le bénéficiaire. Voilà. Donc, nous, on a fait ces opérations-là dans 3 ou 4 contextes très particuliers, dans lesquels il y avait des créances disponibles qui n'avaient pas été à facturer. Évidemment, c'est assez rare que l'entreprise qui commence à avoir des difficultés de trésorerie, et en particulier des tensions sur le code des fournisseurs, aura déjà fait appel à la factureur, et donc les créances d'affacturage auront déjà été mobilisées. Donc l'idée ici, c'est de mobiliser, non pas les créances, puisqu'elles ont déjà été mobilisées, mais on va transférer en fiducie tous les flux de financement à recevoir de la factureur. Donc au fur et à mesure que des nouvelles balances, des nouvelles situations clients vont être transférées à la factureur, les sommes que la factureur aurait versées à l'entreprise sont versées sur le compte bancaire fiduciaire. Et le compte bancaire fiduciaire, sur instruction bien sûr de l'entreprise, qui aura accepté et donné instruction de payer les factures fournisseurs, paye ses factures fournisseurs avec la trésorerie disponible et reverse le solde disponible à l'entreprise pour évidemment couvrir ses autres charges. Voilà. Après, la question qui se pose, donc ici, je vais pouvoir présenter mon petit schéma. Donc, vous avez ici les fournisseurs qui ont été désignés. On n'est pas forcé de couvrir tous les fournisseurs. On peut se concentrer sur des fournisseurs stratégiques, ceux qui posent des questions. Voilà. Donc, ils vont devenir bénéficiaires de la fiducie. Donc, on a en bleu les flux documentaires. Donc, les factures, le fournisseur va adresser sa facture à l'entreprise. Il va adresser une copie aussi au fiduciaire, ou l'entreprise lui transmettra. L'entreprise cède ses balances clients à la société d'affacturage. Et la société d'affacturage, au lieu de verser le produit financier, le produit donc correspondant à la cession de ces factures à l'entreprise, va la verser à la fiducie. Le fiduciaire, à partir de ce compte fiduciaire, va payer les fournisseurs garantis et restituer le solde. Alors, le fournisseur pourra poser la question, que se passe-t-il si le contrat d'affacturage cesse ? S'il est résilié par la factureur, alors il y a 2 niveaux de résiliation. Le premier niveau, c'est que la factureur cesse de financer l'entreprise. Les créances ont déjà été cédées, donc elles sont toujours payées sur le compte de la factureur, et donc simplement, au lieu d'être reçues de façon discountée sur ce compte parce qu'elles sont financées, le paiement sera reçu à l'échéance. Donc le paiement va quand même passer par le même canal, si ce n'est qu'il est différé. Dans cette situation, le fournisseur peut subir un retard de paiement, mais il reste super senior sur le poste client. Le paiement est simplement différé. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où le contrat d'affacturage est tout simplement résilié, donc les créances ne sont plus cédées. Et ce qu'on aura prévu dans le contrat de fiducie, c'est qu'à partir du moment où les créances ne sont plus cédées en affacturage, elles sont transférées à la fiducie. Donc on aura à ce moment-là un flux direct, non pas de la société d'affacturage, mais du client que je n'ai pas mis sur ce schéma, qui aura une mention de paiement et qui va payer la fiducie fournisseur qui a été établie. Voilà.
Donc, on a ici un schéma qui va permettre de présenter à des fournisseurs dont le souhait est évidemment de reprendre les livraisons, de ne pas perdre son client, parce qu'effectivement, pour lui, pour le commercial, le credit manager qui lui ferme ses lignes sur son fournisseur, c'est évidemment un traumatisme, hein, parce qu'il perd son client. Donc, son souhait est évidemment de continuer à livrer, pour autant qu'il soit certain d'être payé. Voilà. Donc, voilà le schéma, qu'on propose aujourd'hui, qu'on a commencé, on est ravis de présenter ici, qu'on a testé avec des spécialistes intermédiaires de financement de court terme. Donc, on en a parlé à 4 acteurs principaux qui ont trouvé que le schéma était vraiment très, très intéressant avec des cas d'application immédiats. Et donc, voilà, schéma à garder en tête, de façon un peu plus élargie, à garder en tête la fiducie. Et un mot sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que nous, on est fiduciaire, là, ici, pour compte de tiers. Donc, ici, on viendrait garantir un bénéficiaire qui est un fournisseur. Mais on peut aussi agir, nous, on a des fonds de dette, donc on prête aux entreprises, mais cette fois-ci sur des financements à long terme. Donc, on prête à des horizons de 5 ans in fine, à des entreprises qui ne trouvent pas de financement bancaire sur ces horizons-là, mais qui peuvent nous présenter des actifs à mettre en fiducie qui nous sécurisent dans notre prise de risque. Donc, on a finalement des financements qui, en termes de prise de risque hors fiducie et d'intervention, s'apparentent plutôt à des interventions en private equity, c'est-à-dire en disant on prend une position et une vision sur le futur d'une entreprise et sur les forwards et pas sur l'instantané. Donc, on peut aller sur des entreprises qui n'ont pas les ratios bancaires classiques parce qu'on croit au projet, on croit à l'entrepreneur, mais il nous faut des garanties en fiducie, et on fait le même schéma, si ce n'est qu'ici, celui qui est garanti, ce n'est pas le fournisseur, c'est notre fonds de dette. Voilà, voilà, j'ai terminé, et je ne sais pas si c'était compréhensible. Alors c'était très clair, ça dépend bien sûr du niveau de compétence des auditeurs sur ces questions de créances, de flux inter-entreprises. Renaud, j'ai deux questions par rapport à ton système qui est effectivement infiniment astucieux comme toujours et juridiquement très fiable. J'imagine qu'il y a un coût de mise en place et que donc il en découle une taille minimale de relation avec ses fournisseurs stratégiques, en deçà de laquelle je dirais le coût global de l'opération et de son fonctionnement n'a pas de sens économique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'on est peut-être dans un risque plus grand si on ne le fait pas, mais quel est, selon toi, le bon montant à partir duquel on met en place une solution comme celle-là? Alors, nous, pour l'instant, on a ciblé des montants de financement, de garantie à hauteur d'1 million d'euros. À partir d'1 million d'euros, on pense que ça fait du sens. Ça va coûter environ 2%. Sur ce montant initial. Après, quand les montants montent, évidemment, en pourcentage, ça se réduit. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même difficile de mettre en place une fiducie. Ça, c'est quand même une fiducie un peu compliquée, hein, parce qu'en fait, ça impose de suivre les flux, de les gérer, un certain nombre de risques pour nous de nous tromper dans les paiements des flux. On va devoir présenter un certain reporting aux fournisseurs. L'entreprise va elle-même nous faire un certain reporting sur son carnet de commandes, hein, pour que les fournisseurs sachent et une vision de ce qui va être financé dans les prochaines semaines pour pouvoir adapter sa prise de risque. Voilà, donc c'est un peu de boulot. Ce type de fiducie, c'est difficile de le mettre en place pour des montants de prestations annuelles de l'ordre de 20 000 euros, d'où l'équation 1 million 2%. Mais enfin, 2%, au bout du compte, si on rétablit du crédit fournisseur, ça reste un coût de financement qui est très raisonnable par rapport à d'autres solutions de financement. C'est Absolument. même compétitif avec la facturage. C'est quand même un produit plutôt de crise, hein, parce que la situation normale, c'est d'avoir la trésorerie pour payer ses fournisseurs, et si on ne l'a pas, de tirer sur des postes de facturage. Si on est au-delà de ça, surtout dans le contexte actuel, on a pu avoir du PGE, etc. Donc, théoriquement, on a quand même une situation de trésorerie qui est confortable. Donc, on va s'adresser à des situations qui vont se présenter maintenant, hein. Ça, le monde le voit bien, on voit bien que malheureusement, la crise va s'aggraver, quoi, la crise de solvabilité. On a financé des pertes par de la dette. Financer des pertes par de la dette, ça résout la liquidité.
ça ne résout pas la solvabilité. Donc, il va y avoir évidemment des analyses de risque, de solvabilité, qui vont provoquer les phénomènes que vous avez décrits la semaine dernière, que j'ai résumé tout à l'heure, de retrait des lignes de crédit. Alors, par rapport à ça, bon, on le comprend, ça se situe dans un contexte probablement de relations stratégiques avec un fournisseur stratégique, c'est-à-dire ne pas arrêter l'activité de l'entreprise pour finalement des règles qui sont des règles en général édictées par un grand groupe et que ce grand groupe va appliquer de façon un peu indéterminée, d'une façon quasiment automatique, merci Oracle et SAP. Et on a donc effectivement un risque procyclique d'aggravation indue de la crise par le grippage du crédit interentreprise. Est-ce que tu observes, comme nous, et les remontées de nos clients sont un petit peu dans cet axe-là, qu'il y a aujourd'hui de la part des assureurs crédits une tendance normale à vouloir se protéger des risques, mais que à l'intérieur de cette approche, et encore une fois, un assureur, ça assure un risque, lorsque le risque est avéré, ça n'est plus assurable. Hein, c'est un concept important à garder en tête parce qu'on connaît mal ces métiers d'assurance, mais on ne peut pas assurer un risque avéré. Donc, est-ce que tu constates toi aussi dans tes dialogues avec justement les assureurs crédits, les factureurs qui souvent sont un petit peu les mêmes, avec tes clients, une forme de survenance de ce que moi j'appelle l'incendie de forêt, c'est-à-dire la réduction non réfléchie parce qu'on appartient à tel secteur, parce qu'on a un bilan qui était un petit peu fragile avant la crise, de la réduction donc du crédit, notamment fournisseur. Bon, nous, on n'a pas une vision panoramique, hein, parce qu'on traite. Mais ce que j'entends, moi, des interlocuteurs avec qui j'ai parlé cette semaine, donc 4 grands intermédiaires du financement court terme, c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'effectivement, c'est une mécanique, quoi. Donc effectivement, des réactions sur des secteurs entiers, et alors, surtout, la chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que c'est un peu comme les taux de la Fed. C'est-à-dire que quand la tendance est observée, elle ne s'inverse pas. Quand la Fed commence à monter ses taux, elle monte de 25 points de base, puis vous, mais elle va les monter. Quand elle commence à les baisser, elle les baisse, et puis au bout de quelques années, ça s'inverse. Bon. L'assureur crédit, c'est la même chose parce qu'il ne va pas retirer d'un coup sa ligne, parce que sinon, il va provoquer son propre sinistre. Si d'un coup il retire, alors il a une liberté parce qu'il n'a pas de relation contractuelle, comme tu l'as très bien expliqué la semaine dernière, avec la personne assurée, donc il n'est pas tenu. S'il veut tirer l'échelle, tire l'échelle. Sauf qu'en tirant l'échelle, il précipite l'entreprise dans le chaos. Oui, son client il le précipite dans le chaos. Oui. Ouais, enfin, pas son client. Il précipite, Aussi. et le client, enfin, il précipite le risque assuré, donc l'entreprise pour laquelle il a émis une garantie, il la précipite, parce qu'effectivement, s'il ne donne plus du tout de garantie, les fournisseurs ne livrent plus, les factureurs ne financent plus ces noms-là, donc voilà, donc il y a un effet en chaîne. Donc il retire progressivement. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut être très attentif. Là, je ne suis pas du tout, je ne sais pas comment, d'ailleurs, c'est possible, mais que l'information remonte auprès de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle sache elle-même, qu'elle soit informée qu'il y a une tendance qui s'amorce sur son nom, parce que c'est un signal extrêmement grave et tout à fait prédicteur de ce qui va suivre. C'est-à-dire que le retrait va être, mois après mois, il va être de plus en plus, il va être irréversible. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se préparer et aller voir les fournisseurs en anticipation, leur dire, écoutez, il est possible que, voilà, et comme toujours, la vérité est toujours la meilleure chose. La façon de traiter les problèmes, c'est de les affronter et de prendre les choses en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver une fois que la ligne est complètement supprimée. Il faut y aller quand on anticipe ça risque d'être supprimé. Dire, écoutez, voilà, nous, on vous propose un programme de garantie privée très sécurisé et qui va vous permettre de continuer à nous livrer. Voilà. Alors, tu as parlé un petit peu aussi de ce qu'on commence à entendre, c'est-à-dire une solution de place. Hein, je rappelle qu'au mois de juin, les assureurs crédits, la main sur le cœur, ont été expliqués à Bruno Le Maire que jamais, au grand jamais, ils ne baisseraient
les garanties et que, bien entendu, ils étaient là pour le salut de la France. Et puis, dans la semaine qui ont suivi, bien entendu, ils ont démarré le programme. Donc, nous, on a une solution qu'on a imaginée, une solution à la Melsion, c'est-à-dire une solution un peu atypique, qui n'est pas technique, mais qui évite les grands écueils de l'intervention étatique. Qu'est-ce que tu as entendu récemment? Est-ce que on sait que le médiateur des entreprises a commencé à regarder ce qu'on a fait comme information. Donc, on va probablement lui parler. On sait qu'un des sénateurs qui s'occupe de ces questions-là a également vu notre action et commence à réfléchir à comment agir. Qu'est-ce que tu penses qui va se produire, peut-être à la lumière des anciennes crises ou des crises récentes de 2008, pour qu'on puisse finalement éviter le pire? Non, mais moi, je pense qu'on est dans une logique qui est celle de l'intervention de l'État. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est quand même l'interventionnisme de l'État à tous les niveaux. Donc, c'est vrai qu'une bonne réponse, une très bonne réponse, c'est tout de même ce décret qu'on attend d'un jour à l'autre, tombe la semaine prochaine, qui va permettre de garantir les affactureurs sur des programmes de refinancement de prise de commande. Donc, si ça marche, ça, eh bien, le problème se pose moins, parce qu'évidemment, si l'entreprise peut financer plus de son poste client, et donc en anticipation de l'émission des factures, eh bien, elle peut payer ses fournisseurs. Donc, en fait, elle peut supporter qu'un fournisseur lui demande d'être payé au comptant. Voilà. Donc ça, c'est une bonne réponse dans le contexte actuel massif de garantie et d'intervention de l'État, y compris, on a vu effectivement, on a vu le PGE, les garanties des factureurs, ici les garanties des factureurs locales de programme de prise de commande. Après, dans le plan de relance que vous avez certainement tous regardé, 267 pages, eh bien, dans la partie financement, il y a quand même des interventions qui sont prévues en fonds propres. Hein, donc, voilà, donc ça c'est intelligent, mais enfin c'est 3 à 4 milliards. Donc, en fait, là on a aujourd'hui 128 milliards de PGE, donc on a financé 128 milliards de pertes si les PGE ont été attribués correctement, et on a en face un programme d'intervention de 4 milliards en fonds propres. Ouais. Donc ça ne va pas résoudre le problème. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a des réponses immédiates qui peuvent permettre les réponses de l'État ont été quand même très bonnes. Hein, on ne pouvait pas faire tellement mieux que ce qu'il a fait. Mais en fait, on a quand même un peu poussé le tas de sable devant soi, puisque on a traité un problème de liquidité au dépend d'un problème de solvabilité. C'est ce qu'on fait à tous les niveaux de l'économie d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait au niveau de l'État, systématiquement, avec de la dette. C'est ce qu'on fait au niveau de la Banque centrale. Et c'est ce qu'on fait au niveau des entreprises aujourd'hui. Hein, donc toute la chaîne est comme ça. Et donc évidemment, les problèmes sont devant nous. Les problèmes sont devant nous parce que les acteurs privés, eux, les credit managers des entreprises, quand elles gèrent leurs crédits, leurs encours et leurs risques clients, vont petit à petit être crispés, quoi. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une solution pour les sociétés qui ont eu un PGE abondant dépassant le montant de leurs pertes, hein? Je rappelle que parmi les entrepreneurs qui sont accompagnés par Mission Chassagne, on n'a pour l'instant aucun de nos entrepreneurs en difficulté parce qu'ils ont suivi la cellule de crise qu'on avait mise en place dès le mois de février-mars et que du coup, ils sont allés assez vite chercher un PGE, chercher un appui du BPI France, et merci encore à BPI France pour la réactivité dont il fait preuve dans cette crise. Et il y a donc un certain nombre d'entreprises, on en connaît, qui se retrouvent avec finalement une part cash, une trésorerie pour l'instant abondante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se consommera pas dans les mois à venir, etc. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer un mécanisme dans lequel on mettrait dans la fiducie, par exemple, un demi-million d'euros de cash qui servirait de tampon finalement, et au lieu de céder des créances à venir, on aurait éventuellement simplement une sorte de mécanisme d'abondement et on utiliserait la fiducie comme tiers de confiance, un petit peu comme on émettrait une garantie bancaire en immobilisant finalement une partie de sa trésorerie auprès de son banquier. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui permettrait à la fiducie finalement de jouer son rôle de tiers de confiance, hein,
et à l'entreprise d'aller voir ses fournisseurs en disant, ben voilà, écoutez, on a un volume ensemble qui est de temps, ben je vous apporte une garantie finalement qui est assez similaire à celle que votre assureur crédit vous apportait, je m'auto-assure, et comme vous n'êtes pas obligé de me croire, ben, le tiers de confiance va gérer la relation. Qu'en penses-tu? Écoute, moi je retiens que, si tu veux, je pense que si l'entreprise a du cash, je pense qu'il vaut mieux qu'elle aille payer ses fournisseurs de façon escomptée. C'est-à-dire que, parce que on va se poser la question, si tu mets 500 000 euros de cash, quel montant de facture fournisseur tu mets en face? Et si tu n'as pas du 1 pour 1, ça ne va pas convaincre grand monde. Ça veut dire que je suis couvert à... Ben, comme un assureur crédit, je ne suis pas couvert à 100% de ma créance. Ouais. Pour tous ceux qui ont eu à mettre en jeu la garantie d'un assureur crédit, ils le savent bien. L'assureur, son métier, c'est d'encaisser les primes, pas de payer les sinistres. Donc, j'ai moins de... Enfin, je sais pas, j'évoquais ça avec toi. Non, mais je pense On que pourra en... ta piste, ça ferait rebondir sur le fait de mettre d'autres actifs. d'autres actifs. C'est-à-dire que si... parce que mettre du cash, bon, moi j'aurais tendance à dire, si j'ai le cash, je paye mon fournisseur, quoi. Bon, et puis voilà, et puis il est content. En revanche, je peux lui présenter d'autres actifs. Et c'est vrai que on peut... Alors, quels actifs on va trouver, hein, parce que là, bon, là, on a parlé du post-client, des flux de financement à recevoir des factureurs, bon, c'est une chose. Bon, après, il y a une classe d'actifs qui sont les stocks, mais quand on commence à toucher aux stocks, on rentre là dans des structurations beaucoup plus compliquées et pas nécessairement très convaincantes, sauf des cas particuliers. Mais enfin, pour simplifier, c'est quand même des choses, nous, qu'on regarde et qu'on met en place sur des financements qui peut-être à plus long terme cette fois-ci. C'est de mettre des stocks en fiducie. En fait, le bon schéma, et ça marche dans deux cas de figure. Ça marche dans le B2B, dans le B2C digital. Ça ne marche pas dans le B2C retail. C'est de mettre dans une société dédiée les stocks et le cycle client, c'est-à-dire le cycle commande, facture, éventuellement un facturage. Commande, livraison, facture, facturage. Dans une société dédiée qui n'a pas de charge de personnel, qui est un prestataire de service, qui est la maison mère, qui va processer les choses pour elle. Et ce qu'on met en fiducie, c'est les parts de cette société. Et là, on a quelque chose d'extraordinairement puissant parce que dans les deux cas de figure que je viens d'indiquer, le B2B et le B2C digital, les flux clients directement sont perçus dans la société. Et donc, on a quelque chose, on seniorise. Ça, c'est vraiment un outil incroyablement puissant. Très sophistiqué quand même. Alors, coûteux. Enfin, coûteux parce que... Je n'ai pas dit coûteux, j'ai dit sophistiqué. Oui, alors, ce qui se passe, alors pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait, dans ces schémas-là, on met la société en fiducie. On peut monter le financement sur cette société-là ou sur la maison mère. Mais ce qu'il y a de certain, en fait, c'est qu'en plus de la garantie représente la valeur de ce stock et de ce cycle commercial, on a la possibilité pour le bénéficiaire de la fiducie de reprendre la gouvernance de cette société. C'est une crise de confiance qui s'aperçoit que ça tourne pas rond. Alors à ce moment-là, il peut donner instruction au fiduciaire de nommer un nouveau mandataire social sur cette stockco, qui va être un mandataire professionnel. Nous, on peut assumer ce rôle pour s'assurer qu'il n'y aura pas de disparition de l'actif, etc. Et donc, on a à la fois un actif vraiment intéressant, parce qu'on est sur le cycle commercial, le cycle primaire des cash flows de la société, et avec un certain nombre de contrôles de reporting peuvent être faits, et une prise de contrôle en cas de crise, en cas de perte de confiance. Alors, ce dispositif de sûreté, il pourrait être mis en place pour des fournisseurs, il pourrait être mis en place pour des financiers, hein, et aussi sur des financements à long terme. Voilà. Okay. Pourquoi? Parce que le financier sait qu'il est sorti sur le flux commercial, après il y a une sortie progressive, hein, ça va rentrer un financement d'amortissement, mais sur ce flux-là, qui est très sécurisé. Voilà. Alors ensuite, d'autres actifs qu'on trouve, beaucoup d'opérations qu'on a faites, c'est trouver des actifs qui viennent non pas de l'entreprise, mais de son actionnaire. Alors évidemment, c'est une chose que les financiers aiment bien, c'est un alignement d'intérêts avec l'actionnaire. Et donc, nous, on a pas mal d'opérations dans lesquelles il y a des holdings qui détiennent des sociétés opérationnelles, mais aussi une foncière qui peut avoir conservé des biens immobiliers liés
des sociétés opérationnelles qui ont été cédées ou qui sont toujours là, ou d'autres biens immobiliers, et typiquement d'avoir en fiducie cette société foncière. On a plusieurs, enfin nous, on a en fiducie beaucoup de patrimoine immobilier de cette nature-là, qui sont très intéressants en termes de garantie, parce qu'évidemment, ils sont décorrélés, leur perte de valeur, le risque de perte de valeur est décorrélé du risque de défaut de la société garantie, et ça permet de lever de l'argent sur des actifs, ce que les banques ne font pas, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas refinancer des actifs existants. En revanche, on peut utiliser ça comme package de garantie à l'égard de nouveaux financiers, qui seront plutôt des prêteurs alternatifs, ou bien sur mesure dans le cas de schémas comme ceux dont on parle aujourd'hui vis-à-vis des fournisseurs. Merci Renaud. Dernière question, où est-ce qu'on te trouve lorsqu'on te cherche pour parler fiducie? Alors, on me trouve chez Solutions Fiducie. Voilà. Même si vous tapez fiducie tout court, ça devrait sortir assez bien. Solutions Fiducie, Renaud Babouin, vous me trouverez et toutes mes coordonnées sont sur le site. Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion, un sujet que nous allons continuer à suivre puisque nous avons créé une petite cellule de crise sur le sujet. Donc, si vous avez des témoignages relatifs à une baisse de garantie de la part d'acteurs qui ont un impact négatif sur votre activité, faites-nous remonter ces informations, on les fera suivre. Je vous rappelle notre recommandation de la semaine dernière qui n'a pas changé. Allez remplir un dossier sur le site du médiateur des entreprises, puisque c'est en remplissant ces dossiers qui sont en ligne que vous pouvez informer le médiateur des entreprises qu'il se passe quelque chose. Il est évident que si seulement un entrepreneur sur 100 confronté au problème prend le temps d'aller remplir son dossier, eh bien, le médiateur des entreprises ne s'apercevra pas de la profondeur de la crise. Donc, en l'occurrence, on est sur ce qu'on appelle un effet procyclique, hein, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Votre problème est également le problème en cascade de tous vos partenaires commerciaux et financiers. Et donc, n'hésitez pas à remonter à votre conseiller Melsion, mais aussi directement, si vous n'êtes pas accompagné par Melsion, sur nos différents flux et chaînes votre information. Vous pouvez nous trouver facilement sur LinkedIn et pas que. Nous vous reproposons également de commenter le post qui est en train de connaître une sorte de viralité, alors limitée, mais viralité quand même, le post de la semaine dernière sur cette question du crédit crunch interentreprise. Et nous vous tiendrons informés semaine après semaine de ce qui se passe sur ce front. Le risque que nous voyons, c'est que vous ne soyez pas attentif ou assez attentif à ces questions-là en disant mais bon, finalement, chez moi, entreprise de service ou bien même industrie, mais j'ai de bonnes relations avec mes fournisseurs, en pensant que ça ne va pas vous toucher. Il y a plusieurs manières dont ça peut vous toucher. D'abord, parce que la décision va échapper à votre interlocuteur habituel. Hein, ça n'est pas le commercial ou même le directeur commercial de l'entreprise chez qui vous avez votre fournisseur, vos fournitures stratégiques qui peut faire quelque chose pour vous. Certainement tenter de vous aider, mais ça lui échappe, ça va vers le credit manager. Credit manager, c'est plutôt la direction financière et la direction des risques. Et donc, à ce niveau-là, vous êtes sur un sujet de direction générale dans lequel chacun tire un petit peu le frein à main et comme l'expliquait Renaud Babouin, va le tirer progressivement, mais de plus en plus fort au fur et à mesure que la perception du risque va augmenter. Et donc, même si aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous êtes à l'abri parce que votre activité n'est pas directement liée à une supply chain et ou éventuellement parce que vous avez de bonnes relations historiques avec vos fournisseurs stratégiques, si vous vous pensez à l'abri, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est un point de vigilance. Je vous rappelle, un boomerang, c'est quelque chose qu'on lance loin et fort et qui revient vite. Voilà. Donc, c'est un effet qui peut se produire même si vous n'êtes pas au principal dans la chaîne industrielle, même si c'est dans la chaîne industrielle qu'on voit démarrer en premier ce genre d'incendie. Merci à vous, et c'est un sujet technique, bien entendu, c'est pas toujours facile d'aborder ces choses-là. Encore une fois, on est à votre disposition pour vous donner un peu de clarification et de voir ensemble
si ça s'applique et comment ça s'applique à vous dans les prochaines semaines. Par ailleurs, j'ai mis le lien vers le post LinkedIn qu'a envoyé Patrick. De mémoire, on a dépassé les 5000 vues sur ce post, qui est un post un peu technique, donc ça est quand même un bon signal. Je vous rappelle que mettre un like, c'est bien, mais mettre un commentaire, c'est beaucoup mieux dans le système d'algorithme de LinkedIn pour que le post apparaisse, soit visible par beaucoup plus de vos contacts. Donc, un petit commentaire pour dire à quel point ça vous paraît être un sujet et probablement une bonne idée. Et on va mettre le lien vers ce post dans la vidéo, évidemment, dans le commentaire de la vidéo.